de la Salud Pública. Bienvenidos a este nuestro cuarto seminario de esta serie especial. Bonjour collègues, soyez les bienvenus au quatrième séminaire de cette séance spéciale de l'OPS sur les soins primaires de santé. On est très content d'avoir votre participation. Mon nom est Natalia Houghton. Je suis spécialiste dans le contrôle, évaluation et analyse des systèmes de santé de l'OPS-OMS. Et pendant ce jour, je serai votre modératrice dans cet événement si important. Notre système de santé dans les Amériques est très complexe. Nous avons la participation de plusieurs acteurs. La participation du secteur privé a une importance considérable et les différents rôles qui assume le secteur privé dans la provision, financement des systèmes de santé et dans d'autres fonctions euh, avec des mécanismes très variés suppose un défi pour les systèmes de santé, pour nos autorités de santé et leur fonction de gestion et gouvernance de systèmes de santé. C'est pourquoi on a décidé d'avoir ce débat technique-politique sur ce thème avec une approche très spéciale. C'est pourquoi on l'appelle réglementation du secteur privé de la santé en mettant l'accent sur la fonction d'assurance dans les Amériques. Ceci sera le point de débat. On a un groupe très important de panélistes invités qu'on va présenter euh, pendant cette séance et aussi on va présenter les expériences du travail qu'on fait à l'organisation en collaboration avec nos États membres, surtout dans des pays comme le Chili, la Colombie et la Jamaïque. Je voudrais vous donner quelques annonces logistiques. Nous allons avoir interprétation simultanée dans les 4 langues officielles de l'organisation. Nous avons l'anglais, l'espagnol, le portugais et le français. Choisissez la langue appropriée d'après leur convenance. Vous pouvez toucher l'icône du globe en bas de votre écran. Nous avons aussi l'interprétation dans le système de signes internationaux. Nous avons très peu de temps pour ce séminaire et on voulait donner l'espace pour inviter plusieurs panélistes. On vous invite donc pour faire vos questions et commentaires dans la section Q&A, aussi au-dessous dans votre écran. Alors, pour commencer, je voudrais passer la parole au chef de l'unité des soins primaires de santé et services intégrés de santé de l'Organisation panaméricaine de la santé, Bureau pour les Amériques, Dr. Ernesto Bascolo. Ernesto, vous avez la parole. Merci. Bonjour, bon après-midi, tout le monde. S'il vous plaît, dites-moi si vous pouvez voir mon écran. S'il vous plaît, sur le mode de présentation. Très bien, merci bien. Je vous salue. Encore une fois, je vais prendre seulement quelques minutes pour faire une présentation très rapide sur sur l'histoire et la relevance du secteur privé et l'assurance dans notre région. Et quand je dis dans notre région, je vais me centrer dans le webinaire d'aujourd'hui sur la situation de l'Amérique latine. Aussi, quelques idées, un développement très général, quelques esquisses qui nous servent comme cadre analytique du travail de la coopération technique à l'OPS. Il y a 2 décennies, on parlait sur la participation du secteur privé dans l'assurance et c'était une participation vraiment marginale. C'était un élément qui ne représentait
quelque chose d'important. Et du point de vue de ni du point de vue de la structure des systèmes de santé, ni de la réforme des systèmes de santé. 2 décennies après, pourtant, même comme une partie des processus de réforme des systèmes de santé dans les pays de la région, la participation du secteur privé dans l'assurance est très significative. Donc, nous nous référons à une participation qui excède le 20% si l'on considère tous les pays dans la région. Mais aussi, si l'on se concentre dans l'analyse de quelques pays qui ont généré des processus de réforme basés sur la sécurité sociale, la participation du secteur privé dans l'administration des ressources publiques excède le 43% même. Et ceci a plusieurs types d'expressions si l'on considère les spécificités de chaque pays. Quand on parle de la participation du secteur privé dans le cas du Chili, on se réfère à les ISAPRES, au Pérou, aux EPS et les paiements aussi dans le cas de l'Argentine, avec l'utilisation et administration des ressources publiques qui viennent des œuvres sociaux, les ARS, République dominicaine, les EPS dans le cas de la Colombie et les mutuelles qui ont eu un rôle très important dans la configuration du système de santé de l'Uruguay. Et aujourd'hui, ils apparaissent comme le IAEMC, qui sont des institutions avec un rôle fondamental pour l'administration des ressources de sources contributives. Ceci a changé la caractérisation usuelle avec laquelle on décrivait la participation du secteur privé de façon indépendante, en parallèle au système public. La réalité est beaucoup plus complexe à ce moment-là et maintenant on voit que le secteur privé n'est pas seulement le récepteur des contributions volontaires considérées normalement comme des ressources privées, mais aussi participe comme euh, recevant des contributions obligatoires et administre ces ressources. On a configuré et développé dans notre région des différents types de modèles de mix public-privé qui n'a pas seulement des implications de la provision de santé, mais aussi dans sa caractérisation. Comme vous savez, dans notre région des Amériques, à chaque fois qu'on aborde ces éléments si importants qui ont à voir avec la gouvernance, la gestion, la configuration, transformation des systèmes de santé, on se réfère à la stratégie d'accès et couverture universelle de la santé. Et en plus de ces 4 lignes stratégiques qui sont explicitées d'après leur prélévance dans la coopération technique de l'OPS et aussi comme des axes centraux dans les processus de transformation du système de santé dans les pays, je voudrais remarquer 2 éléments fondamentaux. Tout d'abord, la gestion et la gouvernance transversale. Deuxièmement, comment cet élément a des implications sur l'assurance, les modèles de financement et aussi la transformation ou configuration du modèle des soins de services de santé. Et ceci qui est très remarquable chez l'OPS et qui sert de référence pour notre coopération technique en 2014 et après, dans notre région, on a aussi travaillé ceci dans d'autres mandats et références comme dernièrement, la stratégie des systèmes de santé résilients avec les documents de fonction essentielles de santé publique. Dans les 2 cas,
la réglementation transversale pour le financement et la provision des services sont clés. Spécialement, ils sont très importants quand il y a la participation du secteur privé comme un secteur fondamental. Et à l'OPS, on fait pas ça de façon indépendante, on le fait articulé avec des importantes références des importantes références et mandats qui apparaissent et se développent à l'OMS. On peut le voir sur l'écran en haut à droite, là où on a un très grand agenda sur les aspects de la régulation et sa relation avec le secteur privé. Du point de vue analytique, il faut parler sur le cadre d'évaluation de la performance des systèmes de santé. Comme vous voyez, cette référence est clé pour nous. L'année dernière, 2022, on a vu la gouvernance comme un élément qui détermine, configure des règles de jeu. Aussi, dans les fonctions des systèmes de santé comme dans la génération de ressources, la provision des services. Et dans ce séminaire, on va parler spécialement de leur relation avec le système de financement et d'autres résultats intermédiaires ou des résultats plus finaux. Je voudrais parler d'un des aspects qui a de la relevance, ça a à voir avec le thème de l'accès comme un élément central à partir duquel on interprète les écarts et aussi les résultats des relations institutionnelles dans les pays. On va se centrer sur la gouvernance, comme je l'ai dit, et la façon dans laquelle elle s'articule avec le reste du système. Je me réfère à des dimensions comme politique et vision, garantir l'engagement la voix des parties prenantes dans le système de santé, garantir la fonction d'intelligence sur le fonctionnement des systèmes de santé, spécialement sur les aspects de législation et de régulation du système de santé, spécialement d'après leur participation dans le secteur privé. Et ici, comme je vous ai mentionné avant, et on va faire la relation avec ces axes, ces composantes de la fonction de financement euh, comme l'achat des services de santé, la collecte d'argent, etc. On va parler sur des travaux que l'OPS réalise à interpréter quels sont les écarts du point de vue de la configuration d'une des structures qui a été émergente dans les 2 dernières décennies et qui ont à voir avec les agences de régulation, la superintendance. On peut voir ici l'année dans laquelle on a fondé ces agences. Ce sont des agences de régulation. Des fois, ils s'appellent des agences de superintendance de système ou de services de santé. Et comme vous voyez, on a pensé qu'il était important de relever le contexte. Elles ne surgissent pas dans le vide, mais comme résultat de l'agenda de réforme de chaque pays. Et ici, vous avez les années des références. Ici, vous avez un élément contextuel que pour nous représente une guide pour comprendre qu'une grande partie de la reconfiguration des agences de l'État du point de vue de la réglementation vont au même pas que la réforme des systèmes de santé. On a pu reconnaître comment ces agences deviennent plus concrètes et leur ampleur du point de vue de la sécurité sociale, le secteur privé, le secteur public. Et c'est surtout sur la sécurité sociale dans le secteur privé que ces agences
prennent de l'ampleur comme résultat et comme produit du dessin des processus de réforme euh, dont j'ai parlé avant. Et pourtant, ces agences n'ont pas été mises en œuvre sans modification. Ceci est très intéressant. Et les, alors que les réformes évolutionnaient et les réformes n'ont pas été instantanées, mais des processus euh, qui sont des résultats des défis qui ont été générés du point de vue des besoins de santé de la population et de la dynamique politique et institutionnelle des pays. Et là, on a vu, euh, remarqué ou souligner que une grande partie des changements qui ont été générés dans les processus de réforme ont eu aussi une manifestation dans les transformations des mécanismes de régulation. Un élément que je voudrais souligner, c'est que une partie du besoin de revisiter l'ampleur et les mécanismes de réglementation obéissaient aussi à la dynamique du secteur privé, comment le marché a évolué et le besoin de générer des mécanismes qui répondent à la capacité de régulation de ces acteurs qui travaillaient autant dans l'administration de l'assurance et dans la provision des services de santé. Dans cette analyse, on a interprété les structures et conduites des acteurs et leurs résultats. Et là, on a pu reconnaître qu'à travers du temps, il y a eu des avancements très importants dans ces agences de réglementation. Et pourtant, comme un élément distinctif qui est une alerte à partir de laquelle on travaille cet agenda et d'autres agendas qui ont comme centre une perspective des soins primaires de la santé, euh, nous voyons le défi de l'abordage aux conditions d'accès aux services de santé. C'est-à-dire, s'il y a eu plus de mécanismes de régulation, de structure et de conduite, un des éléments qui est encore très faible du point de vue de la réglementation, c'est d'incorporer les questions d'accès comme un thème central qui nous permet de reconnaître les écarts les plus importants du point de vue du fonctionnement du secteur privé dans cette relation si complexe entre assurance et provision avec la participation des secteurs privés. Et pourquoi? Parce qu'on a généralement insisté dans le fait que les pays de la région ont eu des augmentations très relevantes du point de vue de couverture et même des améliorations dans leur couverture de la population euh, plus vulnérable. Pourtant, nous ne trouvons pas encore des améliorations relevantes dans des conditions d'accès. Et un des éléments qui est clé pour nous parce qu'en définitive, c'est la raison d'être d'une grande partie de ces processus de réforme de services de santé. Je voulais finir avec quelques messages qui ont à voir avec l'analyse de ces processus de réforme qui ont été très relevants dans les 2 dernières décennies. Euh, Beaucoup plus de ces réformes qui ont utilisé la plateforme des services de santé. Une partie des pays sont ceux que j'ai mentionnés avant et les changements réglementaires à travers des agences de réglementation avec un rôle très particulier. On cherche à minimiser des fautes de marché. On veut garantir que les marchés de santé aient une dynamique compétitive. Ceci a été la logique de ces réformes. Et pourtant, comme je vous ai commenté avant, elles ont été des réformes qui ont vu le succès du point de vue de couverture, mais pas d'améliorement
d'accès et d'amélioration d'équité dans l'accès aux services de santé. La composante d'assurance a été un élément clé parce que plusieurs de ces réformes ont combiné avec des modalités différentes des contributions que dans d'autres époques euh, fonctionnaient d'une façon parallèle et je me réfère aux contributions contributives de la sécurité sociale et les contributions volontaires qui faisaient partie du financement du secteur privé et les ressources fiscales. Ressources fiscales. Quand on a fait la carte de la gestion des entités de santé avec les services essentiels de santé publique, même si ces agences ont développé des capacités techniques très importantes dans les dernières années et décennies, un des éléments importants est la difficulté d'articuler entre ces agences et les autorités de santé, euh, comme une configuration décentralisée ou autonome de ces institutions. Je voudrais souligner quelques innovations que ce type d'expérience nous génère pour reconnaître quelles sont les leçons apprises et même pour améliorer notre capacité d'interpréter ces innovations institutionnelles très relevantes. Tout d'abord, ces changements peuvent être perçus comme des changements euh, instrumentaux et sectoriels. Et ils ont été partis d'une configuration du rôle de l'État dans leur rôle de régulation avec le marché et avec le rôle de régulation sur des acteurs privés en administrant des ressources publiques et privées. Deuxièmement, et ceci, euh, et ici je veux euh, mettre l'accent sur les dernières années, c'est l'agenda du besoin de reformer une grande partie des mécanismes de régulation, aussi le cadre de réglementation du secteur, de la participation du secteur privé. Il va passer d'un modèle régulier de faute de marché à interpréter le besoin d'aborder le modèle des soins et les services de santé. Il paraît que on peut pas s'échapper de cette situation, c'est-à-dire le besoin que n'importe quel mécanisme de réglementation devrait avoir comme axe central les transformations des modèles d'organisation des services de santé comme un nœud critique ou clé indispensable pour transformer les conditions d'accès, spécialement les conditions d'accès aux services de santé avec des conditions d'équité. Même quand on analyse les barrières d'accès, on peut voir qu'une grande partie des pays avec lesquels on commence à systématiser ce type d'expérience ont généré des dépenses de poche, mais l'incidence sur les autres barrières d'accès sont négligeables. Et c'est ça sur quoi on va parler en profondeur avec plus de détails sur ce résultat dans deux pays. On va pouvoir entendre les protagonistes et les experts qui vont analyser ces réformes. Merci bien. Merci Ernesto. C'est très vrai. C'est un panorama très intéressant et ce message sur le besoin d'amplifier l'objectif de la réglementation sur les services et le modèle des soins pour améliorer les conditions d'accès. On passe donc à voir en plus de profondeur quelques études de cas. Je voudrais inviter notre collègue, l'économiste et maître d'économie David Debrot, qui va parler sur les études de cas dans trois pays, le Chili, la Colombie et la Jamaïque. David, vous avez la parole.
abrir el micrófono. Ujú. Y poner la presentación en modo presentación. Ouvrez votre micro, David, s'il vous plaît, et mettez la présentation, un mot de présentation. Est-ce que euh, vous pouvez la voir? Bonjour, la présentation que je vais faire a à voir avec les thèmes qui ont à voir avec des systèmes privés de santé en 3 cas, la Colombie, le Chili et la Jamaïque, où l'on fait un travail de recueil d'informations depuis le bureau régional de l'OPS. Quelques idées sur le cadre analytique. Une partie de ce cadre a été commentée par le docteur Bascolo, mais je voudrais faire des précisions sur comment on a recueilli l'information. On a utilisé le cadre d'évaluation de performance des systèmes de santé OPS-OMS, qui est un cadre très récent. Deuxièmement, on a pris tout ce qui est la littérature des organisations de santé qui ont à voir avec le paradigme de structure, conduite, performance. Et finalement, ce qu'on fait, c'est de comprendre que la régulation en santé doit être dirigée aux relations entre les acteurs et ceci s'exprime synthétiquement dans ce schéma où l'on a la population bénéficiaire, les patients, les personnes, les schémas de financement, les schémas de provision et il y a tout un groupe de réglementations qui font partie de l'analyse et les objectifs intermédiaires et finaux. Euh, dans le recueil qu'on a fait dans les 3 pays, ce qu'on a fait, c'est de réviser la littérature disponible dans les sites web, la littérature académique et aussi quelques entrevues avec des informeurs clés. Ceci est un travail qui est en cours. Donc, ceux-ci sont des résultats préliminaires. Dans le cas de la Colombie, on présente les sources, des ressources du système. Les assurances privées participent dans la dépense de prépaiement et ils utilisent beaucoup les sources de contribution d'usage public, mais dans ce cas-là, sont donnés aux assurances privées qui administrent le régime de sécurité sociale. Dans leur évolution, les privés ont une participation majoritaire en ce qui concerne l'assurance volontaire, mais aussi en ce qui concerne l'assurance obligatoire depuis la perspective des classifications de Charmidos. On a eu une vision générale de la participation des privés et dans le fondamental, on se concentre ici dans le cadre rouge où l'on voit les entités promoteurs de santé, les EPS qui participent dans les 2 régimes, le régime contributif et le régime subsidié. Ils ont un volume de ressources très important. Un volume. Ici, on voit la plus grande partie de la participation des privés. Si l'on compare ça avec tout l'ensemble, c'est 86% de l'administration totale des ressources de la sécurité sociale, ce qui est une très grande partie d'affiliés. Et du point de vue du financement, la participation des privés, c'est 82,6%. En plus, il y a tout un ensemble d'autres segments qui ne sont pas régulés par la superintendance de santé et qui sont régulés surtout
par la superintendance financière qui ont à voir avec les plans complémentaires, les ambulances prépayées, la médecine prépayée, qui ont à voir avec les compagnies d'assurance privées. Et leur participation est minoritaire si l'on compare ça avec le régime contributif et subsidié, mais que subventionné qui, de toute façon, s'additionne à la participation. Il faut dire que la Colombie, c'est un État unitaire et décentralisé où l'administration du pays est la même qui s'utilise pour l'assignation de ressources. C'est pas pareil partout dans les pays. Il y a un fort processus de décentralisation où les municipautés ont des postes de santé, des hôpitaux, et à partir de la loi 100, on leur a délégué l'administration du système subventionné. Ceci a été un changement important dans le modèle du financement avec une approche vers la demande au-dessus de l'offre. Les services qui s'appellent EPS ont généré un modèle des compétences. Ils ont essayé de faire ça. Et ceci a généré une segmentation entre les régimes subventionnels et les contributifs avec des plans de bénéfices différenciés, mais aussi les EPS qui opèrent dans les deux régimes. À part les régimes des forces armées, le pétrole, etc. Le petit segment des assurés, chacun avec des niveaux d'accès aux services qui sont assez différents. Plus récemment, on a vu la création d'un fonds central, l'administration des fonds pour la santé qui s'appelle AVRES, qui donne les ressources pour paiement capité dans à ces assurances par des contrats avec des réseaux, des proviseurs de services qui sont très hétérogènes. Il y a une subvention parce que l'EPS, particulièrement celle du régime contributif, reçoivent d'autres services publics pour financer des services qui ne sont pas définis dans ces unités de paiement capité parce que c'est pas suffisant. Ici, l'évolution dans le temps est très marquée par une première période. Cette entrevue a été faite en 1993 d'abord et maintenant en 2023. C'est un service public fourni par le marché. Celle-ci, c'est la définition bien connue dans la région. À partir du 2004 et ici du 2015, il y a eu des réformes partielles au système jusqu'à la loi statutaire du 2015 qui est très marquée par une sentence du tribunal constitutionnel qui est le résultat du tutelage et d'actions de protection constitutionnelle qui établit que le droit de la santé doit s'égaler dans les différents régimes, ce qui génère une tension à l'intérieur du système. Et dans la littérature, après la loi statutaire du 2015, on voit du point de vue des résultats le type d'assurance que les gens ont. Les caractéristiques de ces assurances vont déterminer les résultats et en général, ce qu'on voit, c'est d'une partie des problèmes d'accès très importants, d'accès intégral particulièrement dans des régions isolées ou reculées et aussi des problèmes de mortalité
à cause de la COVID. La réglementation en général dépend de la superintendance de la santé pour la qualité et de la superintendance financière pour le contrôle financier des entités. Du point de vue de la performance, le plan national de santé publique établit des responsabilités pour les EPS et pour les administrateurs des risques de travail. Ce sont des autres entités privées qui participent. Elles sont considérées parce qu'elles ont un rôle dans cette planification. Et les résultats ex post nous montrent qu'il y a euh, des bons résultats du point de vue financier, mais pas d'accès. Il y a un grand nombre de municipalités qui n'ont pas d'offre de services parce que cette réglementation ne considère pas le caractère obligatoire dans les régions pour les assurances. Il y a aussi des ressources faibles dans l'autorité sanitaire. Il n'y a pas de réglementation des tarifs pour les services. Il y a de la faiblesse dans le manuel tarifaire qui établit les paiements pour services. Et on fait la prospection à travers de l'unité de paiement capitée. Et du point de vue de micro-assignation, on maintient un paiement pour visite au médecin avec une rétroaction. Et, comme je vous ai dit, et surtout peu d'accès aux EPS. Dans le cas du Chili, les sources du financement utilisées par ces assurances privées capturent aussi une grande partie du financement qui, dans la classification internationale, s'appelle prépayé et une partie importante des contributions de la sécurité sociale parce que les gens peuvent décider de prendre leur cotisation obligatoire pour subventionner le paiement des primes de ces assurances. Et ici, on participe surtout dans les systèmes des schémas obligatoires et aussi une grande partie des schémas volontaires, puisque il y a une partie de la prime des ISAPRES qui se considère volontaire, à part de l'existence d'autres agents existants qui ne sont pas les ISAPRES. Ici, on montre les acteurs qui participent, les assurances privées. On va se concentrer dans les ISAPRES qui gèrent un volume très différent du point de vue des affiliés, du total des bénéficiaires qui est 16%, et du point de vue des ressources, 22,9% du total du financement. Le niveau de deuxième étage, c'est-à-dire les compagnies d'assurance et les mutuelles d'accidents de travail, que c'est comme les ARL en Colombie, ont une participation moindre qui a augmenté, qui a cru du point de vue d'affiliés et de financement. Et dans les derniers temps, le Chili est un État unitaire décentralisé. Et la vision politique administrative ne coïncide toujours pas avec l'administration du système de santé, en particulier les hôpitaux. Le Chili a développé une sorte, nous avons de problèmes de connexion, désolé. Il est entrecoupé. Il est très coupé, je ne peux pas l'entendre bien. Il y a une décentralisation avancée. On a commencé dans les années 80, quand on a commencé avec le transfert. Et dans le décennie des 90 et
il y a eu une tension permanente entre les municipautés pour les soins primaires et le centralisme pour revenir à à l'organisation qu'on avait plusieurs décennies avant. Du point de vue, la dépense de poche peut être catastrophique, plus de 10%. Il est très coupé, désolé. De la partie de libre élection. Quand l'assurance publique travaille avec l'assurance privée, on a aussi la segmentation du financement avec où les contributions obligatoires sont une subvention des assurances privées et il n'y a pas et ils opèrent comme un remplacement. La situation au Chili où l'évolution du système au Chili commence dans les années 80 quand on définit dans la Constitution que les gens peuvent choisir leur assurance. On crée les ISAPRE, il y a une expansion entre 1984 après la crise bancaire jusqu'en 1997 qui coïncide avec la crise asiatique et après il y a une forte contraction qui est aussi marquée en 2008 parce qu'il y a un processus de judicialisation contre ce modèle d'affaires et il y a une sentence constitutionnelle qui déclare une partie des tables de facteurs inconstitutionnelles. Et entre 2012 et 2023, il y a eu un processus de réforme et on voit la crise financière des ISAPRE en 2020 et en 2022 et 2023, il y a des sentences de la Cour suprême de justice qui approfondissent les problèmes de ces assurances. Le modèle d'affaires est questionné dans plusieurs lignes. Accès, risque, maladies préexistantes, double collection, intégration, le problème des obstétrices, etc. Et ici, ce qu'on montre, c'est que les assurances privées participent dans un pourcentage mineur si l'on compare avec la Colombie, mais la provision est fortement privatisée. Si vous le voyez ici, un jour pour lit et visite au médecin et procédure, c'est surtout le privé, même si le système public a la plus grande partie de ressources et a plus d'affiliés. On peut voir le même du point de vue du financement. Et ces privés reçoivent plusieurs achats de la partie du système public. Au Chili, la planification sanitaire ne considère pas ou n'inclut pas la participation des privés. C'est une planification qui est orientée vers le secteur public et du point de vue de résultats, cette réglementation permet l'accès à cause du risque. Il y a la cotisation obligatoire des assurances privées et sont une source publique des ressources, mais produisent une renonce fiscale et une subvention sans mécanisme de régulation sur son utilisation. Même si on a des résultats satisfactoires, en termes généraux, il y a une évaluation déficient du point de vue protection financière, accès et insatisfaction à cause de l'abus et de la discrimination par les ISAPRES. La situation judiciaire et financière des ISAPRE
met le système à risque. Le manque d'incentivation et une réglementation faible pour les soins privés est un problème complexe. David, nous avons 5 minutes. Bon, finalement, le cas de la Jamaïque. Dans le cas de la Jamaïque, les sources de ressources qu'on utilise dans les assurances privées sont le prépaiement surtout et la partie des contributions sociales. En général, c'est des assurances privées volontaires. En général, elles n'opèrent dans le segment d'assurance publique. Encore, il est coupé. Je ne peux pas l'entendre bien. Il y a un processus de régionalisation des services qui a commencé en 1987. Il y a un schéma prédominant de financement à travers de la provision publique. Il y a des privés pour le 5e quintile pour cette population avec un accès plus rapide, un meilleur service d'hôtellerie et d'accès aux traitements spéciaux. Et une partie de la contribution sociale peut être amenée au paiement de cette assurance privée comme substitution pour les visites aux médecins. Pour la population générale, il y a une couverture de 20% et la couverture financière, c'est 80% du coût et le reste, c'est à travers de copaiements. Il y a 3 compagnies d'assurance avec un recrutement ouvert et avec but lucratif. Il y a des problèmes de réglementation des assurances privées. Il y a un régulateur financier qui régule la partie financière et il y a l'intégration verticale, une réglementation qui n'est pas claire. Il y a une duplication parce que ceux qui ont le service privé ont aussi le service public. Il y a un paiement rétrospectif aux proviseurs ou fournisseurs sans besoin des accords privés et il y a en général un manque de réglementation pour ces systèmes. Dans le plan national de développement du pays, la Jamaïque n'inclut pas une participation explicite de ces assurances et du point de vue des résultats, les cadres pour la réglementation sont pas mis à jour. L'agence de réglementation est faible du point de vue de l'assurance. Il n'y a pas désolé, il est très coupé. Même quand c'est établi dans la réglementation, l'assurance substitutive des employés publics les font participer dans la sécurité sociale avec la contribution des employeurs et des employés avec une réglementation faible. Il y a des compagnies d'assurance qui opèrent dans le pays et aussi dans d'autres pays des Caraïbes. Je finis avec le 3e cas et nos messages principaux sont les suivants. Tout d'abord, ce recueil est en cours. Celle-ci, c'est une synthèse de ce qu'on a fait dans un cadre qui intègre plusieurs éléments qu'on a mentionnés. Deuxièmement, la planification sanitaire devrait reconnaître l'existence des assurances privées, établir leur rôle, leurs objectifs pour ces agents privés. C'est quelque chose qui ne se passe pas toujours. Et il y a des études différentes dans les cas qu'on a analysés et qui montrent que la
présence ou la mauvaise réglementation des assurances privées s'associe à des problèmes d'accès. Et ceci est un objectif intermédiaire central de notre cadre et aussi d'accès équitable aux services de santé. Celle-ci montre ma dernière diapo. Dans les 3 cas qu'on a présentés, il y a des structures différentes. En Colombie, la présence d'assurances privées dans les régimes obligatoires et généralisés administre une grande partie de la contribution et des ressources fiscales. Dans le Chili, les ressources privées, publiques et obligatoires, le privé, c'est pour un pourcentage de la population, seulement une partie du contributif opère comme une subvention et les contributions sont volontaires. Dans le cas de la Jamaïque, l'assurance est supplémentaire, mais les travailleurs publics peuvent utiliser ça comme un substitutif du système national de santé et pour les visites aux médecins en Colombie et au Chili, un cadre légal et constitutionnel inadéquat a conduit à des processus de judicialisation et des schémas de financement avec la participation privée. Dans la Jamaïque, il y a une préoccupation pour la durabilité financière parce que les services privés n'abordent pas d'une bonne façon les maladies non transmissibles. Et dans le cas du Chili, il y a eu des réformes constitutionnelles des systèmes, surtout pour la participation des services privés de santé. Il y a des scénarios politiques parlementaires très complexes et dans le cas de la Jamaïque, cette situation est en train d'émerger. Merci beaucoup, David. Merci bien pour votre présentation. Je voudrais saluer les plus de 310 participants qui nous accompagnent dans la salle de Zoom et aussi ceux qui nous entendent ou nous voient et par le YouTube de l'organisation. Merci beaucoup pour votre participation. On vous invite à continuer avec ces échanges et cet dialogue dans le chat qui est très actif. Merci beaucoup. Notre intervention ne serait pas complète s'il ne serait pour l'intervention de ceux qui lidèrent ces processus dans les pays qui sont l'objet d'études, les résultats qui nous a montré David. C'est le cas de la Colombie, le Chili et la Jamaïque. On aura donc la participation d'un groupe de panélistes qui nous accompagneront avec leur perception sur les défis présents qui ont à voir avec la régulation, le rôle de l'autorité de santé et les lignes de travail futures. Je voudrais inviter Margarita Maria Romero Osorio qui dirige l'opération de la santé, risque de santé et protection sociale de ce pays. Merci beaucoup, Natalia. C'était un plaisir d'être ici à vous accompagner. D'après l'invitation de l'OPS, sur la présentation qu'a fait David et aussi Ernesto, du point de vue du système de santé de la Colombie, vous savez qu'on est dans une réforme du système. Dans le Congrès de la République, ceci est dans la Chambre de représentants qui est une instance dans notre Congrès. On commence avec le deuxième débat dans la Chambre et après ça passe au Sénat. Et on espère que ce projet sera approuvé avec les ajustements proposés par le Congrès de la République. Et comme nous avons vu, il y a des raisons suffisantes et fortes pour savoir pourquoi nous devons faire cette proposition de réforme au système.
En Colombie, nous avons fait une proposition de loi numéro 100 pour assurer une meilleure couverture, mais nous avons une couverture supérieure à 98%, mais ceci n'est pas cohérent avec l'accès réel aux services de santé. Aujourd'hui, nous voyons de plus en plus de plaintes vis-à-vis de la Superintendance nationale de santé, des plaintes des citoyens pour exercer leurs droits. Et ceci indique qu'il n'y a pas un bon accès aux services de santé. Il y a beaucoup d'inéquité parmi la population, tandis qu'il y a des villes et des municipalités qui ont une très bonne offre de services. Il y en a d'autres qui sont complètement vides vis-à-vis de l'offre de services. Dans une des diapositives du docteur David, il y en avait une très importante qui disait qu'en Colombie, on n'a pas obligé les assurances à garantir les assurances là où elles opèrent. Et donc aujourd'hui, ils ont des affiliés euh, dans des lieux où il n'y a même pas un établissement de santé et personne n'a fait cet investissement. Et donc l'État colombien doit récupérer la gouvernance du système comme cela aurait dû être le cas toujours. Et l'État colombien devrait être le garant pour assurer que toutes les communautés ont des services de santé. Et on devra pouvoir au moins fournir les soins primaires de santé. Et nous ne voulons pas que la santé soit une situation sujette au marché. Nous voulons que ce soit un droit auquel nous avons tous droit sur la base sans dépendre de cotisations ou des régimes de contribution ou des régimes subventionnés. Nous devons avoir tous le même accès indépendamment de la capacité de paiement. Et voilà ce que le gouvernement doit garantir. Les ressources sont données à des entreprises d'administration de services et malheureusement, en Colombie, elles ont défendu davantage les règles du marché et la durabilité financière de leur entreprise plus que de garantir les droits. Donc, nous prétendons corriger cela. Nous voulons que les ressources soient investies et que l'on paye de façon directe aux prestataires de santé sans qu'il y ait l'intermédiation financière qui a été mal gérée. Un autre sujet que nous pensons être important et qui a été mentionné par d'autres pays est que les plans complémentaires de santé sont transformés en captation de ressources, prêtent les ressources, les services qui doivent être prêtés dans le plan de bénéfices, qui est là par la loi, mais qui finit par être chargé comme une prime additionnelle pour garantir la qualité que devrait garantir le système normal. Donc, on ne devrait pas payer pour être soigné à temps. On ne devrait pas payer de ressources additionnelles si le système marchait correctement. Alors, ce sont des situations qu'il faut reconnaître. Le système de santé colombien a échoué dans ces situations. Quand nous l'avons conçu, on a pensé qu'il allait opérer mieux, mais 30 ans après, nous nous rendons compte qu'il y a des failles importantes dans l'accès, dans l'équité du service, dans la garantie vis-à-vis de la santé comme un droit que nous avons tous. Je ne sais pas s'il y a des questions, des observations. Merci beaucoup. Merci, docteur Margarita. D'excellentes observations de votre part. Et merci aussi de parler du besoin de récupérer la gouvernance du système de la santé, qui est ce que la recherche, qui est ce que la réforme colombienne cherche à faire. Le chat est ouvert avec pour les commentaires et vous pouvez continuer aussi à répondre aux questions sur le chat. Et donc, merci beaucoup pour vos contributions. Je voudrais inviter le docteur Victor Torres. Il est le superintendant de la santé au Chili. Allez-y, vous avez la parole. Bonjour Natalia, est-ce que vous m'entendez? Très bien, super.
Bonjour à David Ebrot aussi et au docteur Bascolo. J'ai pu écouter sa présentation et faire certains commentaires. Les deux sont importants depuis la perspective des entités régulatrices, hein, comme celle que je dirige au Chili. Et la mission de la surintendance est de garantir les droits de santé des personnes de façon efficace et opportune à travers notre contrôle des institutions de santé. Ceci indique que la superintendance doit avoir des capacités effectives vis-à-vis des assurances publiques et privées, si bien que sur les prestataires. Et ici, nous avons une déficience importante lorsque nous voulons analyser le comportement du système, parce que dans le cas des prestataires, nous avons peu d'attributions et avec le FONASA, il y a également quelques difficultés en termes de respect des normes. Et vis-à-vis de la perspective que vous avez mentionnée par rapport aux services privés, qu'est-ce qui se passe dans notre pays? Si nous faisons abstraction des décisions de la Cour suprême qui ont eu un impact important, qui peuvent avoir un impact important dans le système privé, la Cour a établi qu'au-delà du fait que ce sont des services privés, ils devraient être considérés comme partie de la sécurité sociale. Cependant, le fonctionnement des assurances privées au Chili dépend des règles du marché. Et en ce sens-là, nous avons un mécanisme de paiement qui est le fee for service et qui a signifié la génération d'inflation avec peu de gestion de la part des assurances privées en transmettant les coûts comme des prix. Et dans le système privé de la santé au Chili, on a toutes les failles du marché, les asymétries de l'information, l'induction à la demande. Et bien sûr, ceci approfondit l'inéquité dans l'accès à la santé, génère une plus grande sélection en termes de capacité de paiement. Et ceci a signifié aussi dans les derniers temps une diminution, une contraction du nombre de bénéficiaires du système. Le docteur Ebrot nous a parlé d'une population de 3 700 022. Ça, c'est la population en décembre 2022. Et ceci signifie une forte contraction du nombre de bénéficiaires. Cette année, ce sont 2 800 000 environ. Donc, il y a une forte diminution entre les contrats neufs qui ont été signés et les personnes qui ont abandonné le système. Et ceci répond fondamentalement à ce qu'on disait avant. Les oses qui sont transférées au prix génèrent un problème important dans le système qui a généré une contraction de celui-ci et des difficultés d'accès aux personnes qui, pour la plupart, finissent au FONASA et dans d'autres cas, sans système d'assurance, même lorsque donc le pays a un défi important et je faisais abstraction des décisions de la Cour suprême car même si ces décisions n'existaient pas, le problème structurel du système privé au Chili allait générer un impact et d'ailleurs il a généré un impact aujourd'hui comme celui que l'on a mentionné avec des cotisations obligatoires, comme disait David, qui ne font pas partie de la mancomunauté des ressources du système public et qui génèrent aussi des excédents que les personnes utilisent dans des comptes individuels. Il n'y a pas un concept de solidarité dans le système privé pour des raisons évidentes et beaucoup de ces ressources sont rendues en tant que prestations, en tant qu'argent. On le donne aux personnes une fois par an et c'est un argent qui ne paye pas d'impôt, qui n'est pas taxé. Et donc, ce ne sont pas des contributions pour que le système puisse être plus efficace. Et clairement, il y a des incitations qui sont faibles, surtout dans l'approche de l'APS, comme disait David, mais aussi par rapport à la contention de coûts. Comment est-ce que nous pouvons changer aujourd'hui le mécanisme de paiement? Nous n'avons pas de système comme le GRD, nous n'avons pas de système de paiement par résultat, nous n'avons pas de capitation non plus. Donc, ce sont clairement des éléments qui devraient faire partie des défis que l'on devrait assumer comme pays si le système privé d'assurance va continuer à exister.
le contexte de réforme peut nous amener à une discussion plus profonde. Quel est le modèle que le Chili devrait suivre? Est-ce que ce devrait être le même système avec quelques améliorations? Est-ce qu'on devrait avoir un système de multi-assurance? Est-ce qu'on devrait avoir un système d'assurance nationale avec des assurances complémentaires? Cela fait partie de la discussion, mais clairement, le système élu ne peut pas être maintenu dans le temps s'il n'a pas d'éléments de contention et de coûts comme ceux que nous avons mentionnés maintenant. Là, le pays l'a accepté en bons termes. Le Fonds national de santé ou l'assurance publique qui utilise des éléments de cette nature, qui a signifié de l'épargne en termes des prestations de façon significative. Et donc, avec ceci, je voudrais conclure et donner quelques précisions. Je ne sais pas combien de temps j'ai encore. Depuis notre perspective en tant qu'entité régulatrice, il est important de pouvoir avoir plus d'attributions qui nous permettent de surveiller tout ce que nous avons mentionné, intervenir dans certaines matières, comme par exemple les contrats entre les prestataires privés et les assurances privées. Aujourd'hui, quand on finit un contrat par différence, ceux qui payent la conséquence sont les usagers, sont les patients, sans que ceux-ci puissent avoir d'intermédiation. Et donc ici, il y a un élément qui est important, c'est d'augmenter la capacité de fiscalisation sur les prestataires publics et privés. La capacité de surveillance, pardon. Avec bien sûr une superintendance qui devrait augmenter ses marges et ceci devrait permettre de surveiller les assurances publiques et les prestataires publics. Et ceci est assez complexe aujourd'hui puisque nous avons des problèmes d'attribution, mais nous avons aussi des problèmes de ressources qui, j'imagine, ceci arrive dans tous les pays. Sans attribution de résolution financière, sans faculté d'arbitrage, il faut que l'on ait accès à ces capacités et aussi à l'assurance volontaire. Car comme disait David, aujourd'hui, il y a tout un univers d'assurances privées qui ne sont pas régulées par l'inspection de la santé, mais par la Commission des marchés financiers qui a un autre regard vis-à-vis de la régulation. C'est un regard financier et non pas sanitaire. Et ça, c'est quelque chose qui doit être pris en compte dans le contexte de la discussion d'une loi et aussi vis-à-vis de la discussion par rapport à une nouvelle réforme qui pourrait avoir lieu dans notre pays. Voilà ce que je voulais vous dire en termes généraux pour pouvoir contribuer à l'exposé de David. Merci beaucoup. Merci, Dr. Torres, pour ces réflexions. Et le chat est très actif et vous pouvez aussi suivre l'échange à travers cet outil. Merci pour ces derniers messages qui soulignent le besoin de renforcer la capacité des agences qui s'occupent de la régulation et dans ce cas-là, la superintendance avec la délégation de fonctions et avec la capacité de suivi et d'inspection. Chers collègues, nous avons considéré la participation du Dr. Jasper Barnett, qui est le chef d'économie de la santé et de data science du ministère de la Santé et du Bien-être de la Jamaïque, mais malheureusement, pour des questions d'agenda, il ne pourra pas être avec nous aujourd'hui. Je voudrais dire aussi que les présentations et tout le matériel vont être disponibles sur la page web d'attention primaire de la santé. On va aussi les publier sur le chat. Donc, je vous invite à observer les publications que l'on fait dans cet outil et vous pouvez aussi trouver des liens vers cet événement. Alors, cette présentation ne serait pas complète si on n'avait pas une vision régionale sur le sujet que nous abordons. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous avons la participation de nos collègues du Brésil et d'experts du domaine. Je parle de la Dr. Katia Audi, qui est spécialiste de l'Agence de santé supplémentaire du Brésil. Et nous allons avoir aussi
la participation du docteur Oscar Cetrangolo, qui est expert dans cette thématique, professeur titulaire et chercheur de l'Université de Buenos Aires et dans la faculté de sciences économiques. Nous aimerions ouvrir l'espace pour que la docteure Audi de l'Agence nationale de santé supplémentaire au Brésil puisse nous offrir ses appréciations. Bienvenue. Muito obrigada pelo convite. Agradeço em nome da agência essa oportunidade de estar trazendo aqui para vocês, né, a especificidade aqui do Brasil. E para que a gente possa falar do Brasil, né, a gente tem o tamanho do Brasil, né, a população, 206 milhões de usuários, né, da população, na verdade, brasileira. E antes de eu falar rapidamente aqui do setor público e do setor privado... Et avant de parler du secteur public et privé, je ne pourrais pas cesser de parler des systèmes de santé que nous avons tous connus avec le vieillissement de la population, vieillissement des maladies chroniques et transmissibles. C'est un grand défi pour tous les systèmes de santé. Et ici, au Brésil, comme la plupart le savent, il y a un secteur public fort. Nous avons un système unique de santé établi par la Constitution fédérale et qui attire et qui est basé sur les piliers d'intégrité, d'équité. Nous pouvons dire que malgré le fait que les personnes sont dans le secteur privé, elles ne sont pas en dehors du... Elles sont responsables. Il n'y a pas une contribution directe. Elles réalisent des campagnes de prévention, des campagnes d'éducation. Le ministère a différentes interventions en santé pour s'occuper de ceci. Elle est complètement indépendante. Elle couvre les procédures qui sont intégrées dans le SUS et c'est un droit, c'est le droit de tous. La Constitution dit que la santé est un droit de tous et un devoir de l'État. Nous avons la loi 9695 qui a été créée en 1998 dans le sens de régulariser un secteur qui marchait déjà sans règlement spécifique et qui apporte des droits à la population. Droits pour les bénéficiaires en assurant des formes de services, de fonctionnaires, de procédures en santé. Ceci concerne aussi les maladies. Alors, ce rôle de procédure change de temps en temps. Il y a des différences dans la couverture. Donc, on a plus de couverture en termes d'assistance. L'agence a une mission. L'Agence nationale de santé supplémentaire a une mission. Son rôle est d'assister, de réguler le système de la santé, de réguler les opérateurs sectoriels avec sa relation. Par exemple, les politiques définies par le ministère de la Santé, ces politiques sont des politiques qui donnent des directions à l'agence et il y a une base juridique
autossuficiência apporte, qui cherche à améliorer l'autosuffisance pour ses bénéficiaires, qu'ils puissent chercher no sentido da sua escolha e do seu cuidado em saúde, né? A regulamentação, então, vem, né, nessa busca aí qu'il y ait plus de voix vis-à-vis des choix dans leur santé. desses consumidores e trazendo, né, uma relevância de uma atividade que, de certa forma, ela reduz Donc, il faut apporter une pertinence à une activité qui réduit e aqui des demandes pour le système unique de la santé. resumo que eu não sei se vocês conhecem. Ici, je voudrais vous montrer une synthèse ou un résumé que vous connaissez peut-être déjà, mais c'est un résumé de la législation. La législation apporte un élargissement des événements de santé. Il apporte des règles pour les patients avec des maladies préalables. Les maladies préalables au contrat doivent être incluses. On ne peut pas avoir de décision unilatérale de contrat, sauf dans des situations comme les situations de fraude, demande de capital, des paramètres pour la durabilité provisionnelle, des provisions techniques de la part des opérateurs. Il faut qu'il y ait de la transparence. Et la 9659 garantit que les prestations vont être envoyées à la NS pour pouvoir faire le suivi. Il y a une possibilité d'intervention d'un opérateur qui a des difficultés économiques, financières. Elles peuvent créer une direction fiscale ou des opérateurs qui ont des difficultés d'assistance. Elles peuvent aller dans une direction technique. Alors, la loi nous rend ces interventions disponibles pour garantir le service aux bénéficiaires. Nós temos 5 modalidades de operadora médico-hospitalar. Nous avons 5 modalités d'opérateurs. Nous avons les coopératives médicales, les médecines de groupe et aussi les opérateurs de soins dentaires. Et nous avons aussi des opérateurs qui peuvent fournir des plans de santé et des plans dentaires. Et donc, ce sont des combinaisons que le bénéficiaire peut acheter. Et presque 70% des bénéficiaires au Brésil se trouvent dans des assurances collectives et des assurances collectives d'entreprise. Et donc, ils sont embauchés par une entreprise et ceci apporte une différence qui est très grande. Ce ne sont pas seulement des personnes juridiques. Nous avons un grand scénario, 156 000 établissements. Nous avons une interface entre bénéficiaires, prestataires, opérateurs. Et nous avons aussi les qui contractent les plans d'assurance. C'est important aussi de vous apporter quelques chiffres. En 2022, les recettes d'opérateurs médicaux et hospitaliers ont été de 166 millions. Et si on compare ceci aux charges, parle ici en numéro, en termes de milliards. A gente teve uma receita em 2022 de 2,7 bilhões e despesas assistenciais 1,1 bilhão.
com uma sinistralidade de 41,8%. Et nous avons une sinistralité de 41%. Nous pouvons voir la complexité d'un plan médical, hospitalier et d'un plan dentaire est différent. Ce que je voulais vous dire, c'est que nous avons de grands défis. Lorsque nous voyons qu'est-ce qui se passe, lorsque nous voyons l'assistance fournie, nous avons d'abord un modèle de paiement qui se concentre sur le volume des procédures, le fee-for-service. Ici, nous avons le vieillissement de la population, l'augmentation des maladies chroniques, l'augmentation du coût et la technologie qui augmente ce coût aussi. Et nous avons un soin non coordonné avec l'absence de lignes de soins établies. Nous n'avons pas une attention primaire dans la santé supplémentaire. C'est un investissement sur lequel nous travaillons. Je vais vous parler de la certification d'opérateur pour le soin primaire, mais la fragmentation du réseau, la fragmentation du soin, l'absence d'un coordinateur des soins. Et il y a aussi la question de l'évaluation de la qualité. Comment est-ce que l'on mesure, comment est-ce qu'on amène ces indicateurs pour ces besoins d'amélioration? Nous voyons que nous avons un coût de santé qui grandit. Et nous avons aussi un autre problème qui attire toujours mon attention, c'est l'absence. Nous n'avons pas une attention primaire suffisamment forte et il y a une absence d'investissement dans la prévention de risques et de maladies, dans la promotion de la santé. Donc, chez la plupart, nous avons le surpoids, la vie sédentaire. Ceci dirige les personnes vers l'obésité. Donc, lorsque nous observons l'opérateur, já temos uma explicação em
que ele visava Ver- tem programa de prevenção. Programme de promotion et de prévention, et ça, c'est le chemin pour montrer aux opérateurs Que elas se organizem, né? le besoin d'agir comme gestionnaire de la santé et de s'organiser et améliorer les soins des bénéficiaires. Mas estou à disposição para J'ai essayé de parler très, très vite. o máximo que a gente tem disponível. Muchísimas gracias, doctora Audi. Creo que algunos compañeros Je suis disponible. On n'avait pas beaucoup de temps et je suis disponible sur le chat. nosotros estamos escuchando sin ningún problema las intervenciones. Nous entendons sans problème les interventions. Tener un conversatorio, por tanto no tendremos Nous voulons avoir une conversation. esas dos aclaraciones quisiera hacer. C'est pour cela que nous n'aurons pas de présentation dans ce panel. Ahora al doctor Oscar Cetrangolo, como mencionaba, el doctor Oscar Cetrangolo es profesor titular e investigador de la Universidad de Buenos Aires y del CONICET. Doctor Cetrangolo, adelante. Hola, ¿me escuchan bien? Se escucha perfecto. Sí. Bueno, muchísimas gracias Natalia y Juan Pablo por la invitación. Nada, muchas cosas y muy interesante. Creo que cuando uno, yendo muy derecho al tema, porque no hay mucho tiempo, digamos que cuando uno habla de cuestiones de regulación, uno no puede mirarlos de manera aislada al resto de cuestiones que hacen al sistema de salud de cada país. Y me parece que uno de los grandes méritos del trabajo de ustedes que presentó David es haber Je contextualizado. crois qu'un des grands mérites, c'est d'avoir contextualisé les réglementations du secteur privé, pas seulement avec le reste du système, mais avec l'histoire. Et il est important de voir où est chaque pays. C'est l'idée de commencer avec des trois pays qui sont des modèles très différents, très intéressants, un système financier, surtout avec de tributations et d'accès inégal, mais dans un système de ce type comme celui de Jamaïque, les employés publics sont dehors. Ça, c'est bizarre. Ça, ça devrait avoir un document par soi-même et un système avec un processus très insistant de réforme et qui ne résout le problème d'accès, comme c'est le cas colombien. Et il y a un pont dans le problème de territorialité, comme nous a dit notre ami du Brésil, et aussi le cas du Chili pour la présentation et le commentaire de Victor Torres, là où on voit un thème très important pour la région, surtout si l'on parle de l'Argentine, qui est l'utilisation des ressources de la sécurité sociale pour financer la couverture privée, ce qui est un autre problème qu'on voit. Et ce sont des problèmes qui émergent de cette situation. On devrait séparer des choses qui sont seulement pour la réglementation. On peut le faire du point de vue analytique, mais du point de vue de la réalité, c'est un peu difficile. Quelles sont les modalités pour contracter, pour payer, pour être fournisseurs de la sécurité sociale, directe ou du secteur public. Tout ça implique des formes différentes de réglementation ou bien une réglementation très flexible et dynamique. Et aussi les problèmes pour le dessin de la stratégie, la conception de la stratégie et la politique de santé dans chaque cas. Et dans le cas de la Colombie et du Chili, on a vu les problèmes pour que le secteur privé participe dans l'accès universel et équitable. Et
Et là, on devrait pouvoir différencier quelles sont les questions qui sont l'objet de la politique générale et les autres de la régulation du secteur privé. On peut demander au secteur privé des choses que la politique nous résout. Et je crois qu'il y a une tension et un terrain où l'on doit beaucoup travailler et où l'on a vu ces trois cas. Et en plus, celui-ci du Brésil est clairement aujourd'hui, différemment de ce qui s'est passé il y a 10 ans, il est difficile d'avoir une typologie des cas en Amérique latine. Les cas dont on a pensé qui étaient comme des modèles ont muté. La COVID a engagé des nouveaux changements et des nouveaux systèmes et la typologie devient difficile. Et dans d'autres cas, on pourra trouver des choses très différentes aussi et il y aura tout un éventail de possibilités. C'est pourquoi je crois qu'il est important de reconnaître les différences des pays, des cas et où ils vont. Des cas, par exemple, avec lesquels on supposait qu'on pouvait résoudre des questions de fragmentation des droits et d'autres. Il faudrait reviser s'ils sont encore dans cette ligne. Le Brésil a été pensé comme un système de couverture sanitaire et équitable, mais il a des problèmes aussi. Alors, il faut regarder les deux questions. Du point de vue de la réglementation, je crois que les thèmes basiques d'asymétrie informative et euh, ch- euh, recherche des rentes extraordinaires dans les formes de contratation du secteur privé va être de plus en plus complexe. Nous avons besoin d'équipes techniques très solides et très indépendantes des groupes de pouvoir dans le secteur de la santé qui sont très importants, comme on le sait. Nous parlons d'un secteur dans lequel on fait une dépense de 8, 9 ou 10 points du produit et qui sont difficiles de réglementer. Donc, il faut continuer avec ce type d'études. J'espère qu'on puisse continuer à le faire et qu'en les faisant, on puisse reformuler les vieux concepts qu'on a sur les systèmes, chercher les nouveaux défis, les présenter et voir comment la réglementation du secteur privé se unit à d'autres système pour avoir la couverture universelle. On le voit en Colombie, l'accès universel n'est pas n'est pas beaucoup tenu en compte. Je finis avec mes commentaires. Merci beaucoup, Dr. Cetrangolo, pour ces observations. Et par certes, le travail continue dans notre organisation et sur ce temps, je voudrais inviter notre collègue, l'économiste Juan Pablo Pagano, qui est spécialiste dans le financement de la santé et qui va nous parler sur les lignes de travail dans le futur. Merci bien, Natalia et les collègues qui se sont connectés et qui ont accepté l'invitation. On s'est passé du temps et on respecte vos agendas. J'essaierai d'être aussi bref que possible. Euh, euh, 5 minutes seulement. Nous sommes intéressés tout d'abord en particulier pour ces trois pays et leur caractérisation. Et on peut voir des questions similaires dans beaucoup de pays. J'ai 4 points. Dans presque tous les cas, on voit que les assurances privées et
on se concentre dans l'assurance et pas vraiment dans la provision. Mais dans l'assurance, dans tous les cas, ces agents opèrent formellement de la sécurité sociale et leurs mécanismes, des fois informellement, ou quand il y a des biais de sécurité sociale. Quand on pense dans le cas du Brésil, dans lequel les plans s'offrent comme les paquets de compensation dans le travail, ils font pas partie des mécanismes formels de la sécurité sociale et c'est une pseudo-sécurité sociale. C'est lié aux bénéfices de travail laboral. Alors, la réglementation de ces bénéfices a à voir avec la réglementation du marché de travail. Deuxièmement, dans tous les cas, on observe que à part les mécanismes d'assurance plus macro, plus méso, il y a une partie importante du paiement pour services de façon rétrospective, c'est-à-dire fees per service. Ça a été pensé dans tous les cas et on sait que dans le reste des pays, ceci se passe tout. Et le défi de pouvoir promouvoir et générer des mécanismes de paiement qui ne n'utilisent le fees per service parce qu'il y a beaucoup de problèmes là-dessus. C'est un défi très important que les autorités nationales doivent aborder et qui est complexe parce qu'ils vont plus loin des mécanismes utilisés pour l'assignation de ressources administrées par ces assurances privées. C'est un deuxième niveau. Et dans tous les cas, troisièmement, et notre analyse d'information nous donne le même résultat. Il y a la participation des inégalités dans l'accès à la santé et l'assurance privée, l'effet encore plus grande. Ceci ne nous approche pas à l'équité. Au contraire, c'est une nouvelle un nouveau niveau d'inégalité indépendant du groupe de la population. Et ceci est un défi réglementaire. Quatrièmement, dans le travail spécifique dans notre unité, nous sommes dans l'unité des soins primaires de la santé et des soins intégrés de santé. L'opération, dans tous les cas, des assurances privées dans ce chemin de fonctionnement génère des très faibles incentives pour les soins primaires de santé et provision de ces services du point de vue de l'APS et aussi du point de vue de renforcer le premier niveau de soins des APS. La participation et le fonctionnement de ces marchés génère des incentives très faibles pour renforcer une approche d'APS et renforcer le premier niveau de soins. On veut identifier les défis parce que nous sommes des agences de coopération technique et on veut aider les pays, coopérer techniquement avec eux pour pouvoir résoudre ces défis et générer des politiques qui nous aident à le faire. Très brièvement, du point de vue de la coopération technique à l'OPS et notre unité sur ces thèmes, pour les thèmes de financement en général, nous soutenons dans beaucoup de pays les défis du financement avec une perspective intégrale, mais en particulier, on collabore avec la conception d'assignation de ressources pour refléter les besoins de territoire et les besoins de santé et pas avec ces mécanismes de fee for payment, fee for service. Nous revisons aussi les manuels des tarifs dans quelques pays
et aussi avec la perspective de soutenir les pays qui sont dans ce travail de préparer, d'élaborer des manuels de tarifs parce qu'il y a une réglementation importante des prix payés dans le système de santé. Nous soutenons aussi la suivi des ressources du système de santé à travers de l'application des comptes nationaux de santé pour pouvoir avoir une suivi précise de comment on utilise les ressources dans les systèmes de santé. Parmi d'autres, nous avons une forte ligne de contrôle des indicateurs de protection financière. Qu'est-ce qui se passe avec les foyers qui doivent avoir des dépenses de poche? C'est une barrière d'accès aux services de santé et aussi le renforcement des capacités des autorités sanitaires nationales pour pouvoir réglementer effectivement ces acteurs dans le cadre des nouvelles fonctions essentielles de santé publique. Le travail qui fait l'unité est très intense et dans beaucoup de pays, et il est difficile de synthétiser en 30 secondes, mais nous voulons générer un abordage intégré au cycle des politiques publiques afin de renforcer la gouvernance des autorités sanitaires dans les pays. L'application de cette approche en plusieurs phases et en particulier la deuxième phase, c'est-à-dire mesurer la capacité des autorités pour pouvoir entreprendre ces fonctions de gestion et gouvernance. Et phase 3, analyse des écarts et intégration. L'OPS accompagne beaucoup de pays pour renforcer ses capacités. Dans ce même cadre, on réalise beaucoup d'études à profondeur dans plusieurs pays pour pouvoir analyser les barrières d'accès aux services de santé, les comprendre en profondeur pour générer un plan d'action pour résoudre le problème. C'est pas seulement la barrière économique, mais c'est aussi des barrières qui ont à voir à l'opération des mécanismes d'assurance et qui amplifient cette barrière. Et aussi pour l'organisation des services de la santé, il y a beaucoup de lignes de travail dans lesquelles nous soutenons les pays. Nous sommes en charge d'une stratégie et un plan d'action pour améliorer la qualité des services de santé dans les Amériques. Et là, on inclut beaucoup de lignes de travail liées à la provision des services et l'assurance des indicateurs spécifiques qui ont une répercussion sur comment on donne ces services. Et l'unité soutient les pays. Il y a un important travail d'analyse dans la qualité des soins dans les pays. Ces mécanismes d'assurance, normalement, ne génèrent incentive pour renforcer la capacité du premier niveau de soins. Au contraire, on travaille beaucoup là-dessus avec les États membres et dans des termes spécifiques pour l'administration des services de santé. Il faut comprendre leurs coûts et aussi ça à voir avec les tarifaires pour les services. Et on collabore avec les pays pour la comptabilité des coûts qui permettent de contrôler l'utilisation des ressources, les coûts unitaires de la provision de santé et aussi les mécanismes d'assignation dans les systèmes de santé de telle façon qu'on puisse augmenter l'équité d'utilisation des ressources. Ce sont nos défis communs et nos lignes de travail. Sachez que vous avez le soutien de l'OPS pour ces thèmes. Merci, Juan Pablo. Avant de dire au revoir, je voudrais éteindre notre invitation pour le suivant séminaire de cette série. On va parler sur la médecine traditionnelle et complémentaire dans les soins de santé, soins primaires de santé dans les Amériques. Merci beaucoup pour être ici avec nous, même si notre horaire est fini.
Je suis sûre que ceci a été très intéressant pour vous. Merci beaucoup à notre groupe de panélistes pour nous accompagner dans ce webinaire. Merci beaucoup. Bon après-midi. À la prochaine. Au revoir. Hasta luego, que esté muy bien. Au revoir. Muchísimas gracias. Merci beaucoup. Boa tarde a todos. Bon après-midi.